Bon, je vous propose donc de démarrer. Bonjour à tous, rebonjour à ceux qui viennent de rejoindre. Merci déjà tout de suite de votre participation. Donc moi, je m'appelle Raphaël Portieux, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis consultant au sein du cabinet PwC à Lille, où je travaille exclusivement sur des problématiques liées à la supply chain. Donc là, on est là aujourd'hui en fait pour aborder un thème qui est très important, à nouveau important justement, et qui risque de l'être encore plus dans les semaines qui viennent, qui est justement autour du télétravail et notamment comment organiser le télétravail de vos équipes transport. Vous avez été nombreux justement à nous parler de ce type de problématiques dans les semaines, beaucoup en mars et encore là à nouveau dans les semaines qui se sont passées. Et pour vous parler de tout ça, donc on est là, ils se présenteront tout à l'heure, mais on est là avec la participation et merci à eux, donc d'Isabelle Gallet, directrice supply chain de Horus, pas le temps de se présenter, et d'Aurélien Gascoin, cofondateur de la solution Shiptify, que aussi vous aurez le temps de connaître dans quelques instants. Donc là, en fait, par rapport au live, juste vous avez en anglais questions ou chat, hein, faites comme vous voulez, mais vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Et en fait, à la fin, il y aura un temps dédié pour ça, d'accord? Donc, on aimerait que ce soit le plus interactif possible. Donc, à la fin, on a bien prévu un temps pour les questions-réponses. Bien sûr, si on n'a pas la réponse ou si on n'a pas le temps de te répondre, on n'hésitera pas à revenir vers vous avec un peu plus de détails, OK? Si ça vous va, du coup, on attaque. Donc, on vous a proposé justement en ordre de jour qui, on voulait d'abord vous parler un tout petit peu de cette crise, justement, avant de rentrer dans le vif du sujet. Ensuite, on voulait vous aider à la structurer, en tout cas à structurer la sortie de cette crise. Nous, en fait, justement, on a beaucoup mis en place et on a une méthodologie qu'on pense que ça marche. Elle est en 5 étapes, vous allez voir. Et après, justement, on voulait avec un retour d'expérience d'Horus Pharma, et donc avec les paroles d'Isabelle, de montrer en fait comment cette crise en tout cas a été gérée pour eux et voilà comment ils ont fait, quelles ont été les bonnes pratiques qui ont été mises en place. À la fin, en fait, on aura une présentation de Tutify. Aurélien va nous montrer justement un des leviers possibles et en tout cas un des leviers sur lesquels nous on y croit, qui sont possibles pour faire tout ce dont on va vous parler pendant les prochaines minutes. Du coup, si j'attaque, justement, nous, il a une notion très importante, justement, que nous, on appelle la supply chain résilience chez nous. Mais c'est cette capacité à la supply chain à supporter des crises. Et pourquoi on parle beaucoup de ça? C'est très marrant. Je pense que vous le savez tous et les gens qui sont pas dans la supply chain le savent peut-être un peu moins. Mais les supply chain, on est tout le temps en train de vivre de crises. Justement, ça veut dire qu'il y a très peu de missions dans ma vie où j'ai pas vu mes clients supporter une crise pendant un moment de la mission. Quand la crise, c'est pas le sujet principal de la mission. Et là, en fait, la seule différence se passe maintenant, c'est qu'on est donc sur une crise qui est globale, entre guillemets. Au-delà de la crise économique, je rentre pas dans ce sujet-là parce que je le connais pas, c'est pas mon domaine d'expertise, mais au-delà des crises économiques, on est donc quasiment tous les maillons de la chaîne supply chain qui sont impactés. Et donc, je sais pas si ça vous rassure ou si ça vous fait peur. Mais aujourd'hui, en fait, ce n'est pas normal, en tout cas, nous, on estime que ce n'est pas normal que les entreprises, entre guillemets, soient perdues au moment de gérer cette crise. Parce que justement, c'est pas la première fois que cette crise, elle arrive. Et nous, justement, on fait un constat, c'est un peu notre rapport d'étonnement depuis le début de l'année. Et c'est très marrant parce que ce constat, il s'est reproduit mot par mot, encore une fois, là, pendant le mois de novembre. Et pourtant, il était, entre guillemets, prévisible. Où justement, à chaque fois qu'on a cette période, la première réaction qu'auront les entreprises, malheureusement, ça va être une réaction d'être peut-être un peu perdues. Elles vont perdre voilà, leur orientation et elles auront en fait une tendance naturelle à attendre. Et pourquoi justement elles font ça? C'est souvent parce que elles sont pas outillées pour gérer cette crise. Et outillées, on va dire dans tous les aspects, hein, que ce soit vraiment des outils informatiques, que ce soit vraiment des processus dédiés à la gestion des crises, ou que ce soit voilà, une organisation dédiée à la gestion des crises. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que tout ce qu'on a mis en place pour gérer l'activité normale de l'entreprise n'est peut-être plus bon, ou en tout cas n'est plus pertinent pour gérer la crise. On voit en fait que au lieu de papoter avec, on va dire, tous ces partenaires externes, l'entreprise, elles sont en train d'avoir une tendance de à nouveau se renfermer sur elle-même, ce qui n'aide pas forcément la chose. Et du coup, à la fin, et c'est le sujet de ce webinaire, on a justement cette
ce manque d'habitude, on va dire comme ça, de travailler à distance, de se réunir à distance et surtout, de mon point de vue, de prendre des décisions à distance. Et donc, c'est assez flagrant, ça justement, où à chaque fois on a tous ces éléments qui sont réunis. Ils sont réunis à chaque moment de crise. Hein, c'est ça qui je disais au début. En mars, ça a été évident parce que tout le monde était en crise. Et là, en fait, on se retrouve à nouveau en novembre avec ces mêmes phénomènes, on va dire, qui se répètent, hein, malheureusement, tout le long de la chaîne. Et donc, en fait, en voyant ça, c'est qu'on a essayé de bâtir depuis. On a beaucoup mis en place depuis mars, mais c'est une méthodologie que nous on a développé. Vous imaginez, hein, depuis quelques années, parce que ces crises elles viennent tout le temps. C'est de se dire, on va essayer déjà de la structurer cette crise. Et donc, nous, on a pensé à deux temps forts, et c'est l'écran que vous voyez à l'écran. Je pense que vous avez compris. Hein, juste une petite parenthèse. J'ai pas trop l'habitude de lire des slides, hein, et ils vous seront envoyés à la fin justement du webinaire. J'essaye surtout de le compléter justement pour essayer d'apporter des éléments supplémentaires. Je ferme la parenthèse. Et donc, du coup, il y a ces deux temps forts on a appelé le court terme et le moyen terme. On trouve ça très important et on insiste justement auprès de nos clients de se dire, faites attention pour ne pas mélanger les deux. Et c'est une tendance peut-être naturelle que nous on a, parce que voilà, quand on mélange les deux, on a ce sentiment en tout cas que c'est beaucoup plus difficile de régler le problème. Et donc, en fait, si je commence par le court terme, juste pour vous schématiser, hein, je ne passerai pas beaucoup de temps sur chacun des temps forts pour justement laisser la parole à Isabelle et Aurélien. Mais donc, en fait, qu'on va parler très importante, c'est réagir par rapport à cette crise. Et quand justement on dit réagir, le mot il est très important, peu importe si vous êtes 15 ou si vous êtes 300, on trouve qu'il faut mettre en place une structure dédiée. Et ça, parce que les équipes opérationnelles, elles sont déjà en train de gérer l'opérationnel. C'est souvent plus dur parce qu'on a plein de problématiques. Et il faut pas qu'on vienne rajouter, entre guillemets, une couche de lasagne en leur demandant de gérer encore des trucs supplémentaires. Et donc, nous, on aime beaucoup ce mot cellule des crises, même si, bien sûr, quand il arrive, c'est pas des moments très agréables. Mais on estime qu'en fait, les entreprises qui, on le voit, en fait, qui mettent en place des cellules de crise, souvent, elles vont se sortir beaucoup mieux de ce type de phénomène. Et c'est souvent des entreprises, comme on disait au début, qui n'attendent pas et qui essayent toujours, en fait, d'une façon assez proactive presque d'accélérer, hein, pour sortir de ce moment le plus difficile possible. Après, en fait, on va passer par une phase qui est plutôt assez intéressante et tout le monde ne passe pas par cette phase. C'est ça qui est marrant, mais on pense qu'il faut y passer, qui est la phase, en fait, de compréhension. Et donc, en fait, c'est justement, c'est la phase de comprendre, c'est pas toute l'entreprise qui va mal, en tout cas, je l'espère pour vous, c'est surtout certains bouts de cette entreprise qui vont mal. Et donc, il a des tronçons sur lesquels il faudra travailler et d'autres, en fait, où il faut peut-être travailler un peu moins. Et surtout, en fait, de se dire, par rapport à ma situation actuelle, où j'en suis, est-ce que le pire est derrière moi ou est-ce que le pire, il est devant moi? Vous voyez? Et ça, c'est très important parce qu'on va parfois des entreprises qui ont peut-être des difficultés à juger ce pic en fait de la difficulté, Covid ou pas Covid, hein, vous avez compris, on parle de n'importe quelle crise, et qui vont se dire ah du coup j'ai mis tout un tas en place des actions qui sont peut-être pas les bonnes, quoi, vous voyez, et pourtant elles étaient pertinentes si le scénario était les bons, quoi. Et après on arrive sur une phase qui est très importante. Et c'est la phase en fait où nous on souhaite que toutes les entreprises s'y retrouvent au bout de quelques jours, quelques semaines, et malheureusement elles se retrouvent encore un peu en amont, qui est cette phase d'accélération et donc de reprise et de se dire voilà par rapport à tout un tas de choses qui ont été mises en place, enfin tout un tas de choses pardon qui ont été identifiées, je commence déjà à les mettre en place. Bien sûr, je commence par le bout facile et après justement j'attaque les bouts un peu plus difficiles. Et donc en fait cette méthodologie-là, en tout cas qu'on a voulu aujourd'hui partager avec vous, elle nous semble très pertinente. On a déjà mis en place et on la met beaucoup en place en fait depuis mars. On a encore l'opportunité de la mettre en place maintenant en novembre avec certaines entreprises qui sont touchées peut-être d'une façon un peu plus forte que celle d'avant. Et on estime que justement c'est quasiment la première étape avant d'attaquer justement ces périodes compliquées, c'est d'arriver en fait à structurer tous ceux dont on parle. Après, bien sûr, et je rentrerai pas trop dans le détail parce que c'était pas trop le but aujourd'hui. Vous avez compris, le webinaire, il est tout à fait dirigé vers cette partie en fait beaucoup plus rapide
peut-être plus pragmatique hein, pour ceux qui sont en train de souffrir entre guillemets pendant cette période. Mais après, bien sûr, on aura des étapes très importantes qui étaient de préparer les prochaines crises. Et là, je vous donne un exemple sans trop rentrer dans le détail, avec plaisir pour rentrer après. Mais pour la plupart de nos clients, quand on a traité la crise de mars, on avait dans le viseur la crise de novembre, entre guillemets. Et donc, l'Europe était sur un profil de deux pics, hein, qui était un peu un profil différent que celui que connaît les États-Unis, le Brésil, etc. Et donc, on savait que cette période, que c'était très probable que ça arriverait à nouveau chez nous. Et après, bien sûr, des choses que peut-être on laisse de côté pour le moment, mais il faut pas oublier après, on appelle ça, on peut préparer le monde après. Mais donc, ça veut dire, en gros, c'est on se projette un peu plus loin, peut-être sur quelques années, pour se dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire demain pour être à nouveau on appelle ça les best in class chez nous, mais voilà, les meilleurs élèves du marché, en tout cas au sein de la supply chain. Voilà donc cette méthodologie. Comment on la décline? Si on commence vraiment à parler, et si on parle exclusivement de la partie transport, et notamment du télétravail, ici, je vous ai mis des choses que j'y crois profondément. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler. J'aimerais tellement qu'on puisse en parler un jour, mais déjà, c'est des facteurs clés de succès. Ça, c'est très important pour vous. En quelques mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si vous êtes en train de bâtir, tout ce que vous êtes en train de bâtir, lisez ces 5 facteurs clés. S'il y en a un que vous avez oublié, je vous invite vivement à revoir en fait votre plan. Il y a peut-être des chances que ça marche pas. Et en fait, pour nous, on a bâti ça, bien sûr, c'est aussi beaucoup avec nos réussites, mais en toute transparence avec vous, c'est beaucoup aussi avec nos échecs. Et quand on fait le bilan, quand il manque en fait un de ces 5 paramètres, souvent nos projets ils échouent. Et c'est pour ça en fait que je vous ai mis là, même si malheureusement on n'aura pas le temps d'en parler. J'ai essayé de faire en sorte qu'il soit le plus autoportant possible, comme on dit. Et donc, si je rentre un peu dans le vif du sujet, on a pu accompagner beaucoup d'entreprises dans ce domaine de transport, justement. Pourquoi le domaine de transport, il est très impacté, justement? C'est parce que c'est un des domaines de l'entreprise, en tout cas de la supply chain, qui est très ouvert vers l'extérieur. Ça veut dire, vous avez les fournisseurs, vous avez les prestataires, vous avez les clients. Et donc, forcément, c'est un domaine qui est très impacté parce qu'il demande une coordination qui va être beaucoup plus fine. Et aussi parce que c'est malheureusement peut-être un domaine qui est encore extrêmement dépendant du papier. Et donc, je parlerai peut-être pas du fax, même si j'en vais encore, croyez-moi, mais beaucoup du papier, beaucoup voilà des demandes qui sont faites et imprimées et laissées sur une petite bannette à gauche de l'ordinateur, avec peut-être des signatures qui sont encore nécessaires et voilà des appels téléphoniques, des factures. Donc, c'est un domaine qui reste encore, en tout cas, en voie de digitalisation, je veux dire comme ça, en fonction du secteur et de la taille de l'entreprise. Et donc, en fait, on s'était dit, voilà, c'est peut-être un sujet très important parce qu'il y a peut-être 2 fois sur 3, on nous parle d'abord de ce truc-là. Et donc, si j'ai fait à nouveau dans l'ordre, si ça vous va, de la gauche vers la droite, pour nous aussi, ça nous semblait important, et c'est la même chose, vous avez compris, c'est de prendre les choses dans l'ordre. Il y a des problématiques qu'on n'évoque pas maintenant, on évoque pour après, et vice-versa, des choses qu'on attaque tout de suite. La première chose qui nous semblait très importante, c'est que quand on est dans cette période des crises, donc au-delà de tel travail, vos équipes, elles vont avoir beaucoup de travail. Donc, il y aura tout un tas d'actions à faire, comme de confirmer les réceptions, confirmer les expéditions, confirmer la disponibilité des transporteurs, etc. Et la première chose qu'on vous propose, c'est regardons quelles sont vraiment les actions à haute valeur ajoutée et essayons un peu de supprimer, donc naturellement, les actions qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Ça, c'est quelque chose de essentiel. Et donc, je vous invite surtout, ne demandez pas à vos équipes, encore une fois, de tout faire. C'est impossible. Essayons en fait de prendre le problème bout par bout. Et ensuite, en fait, des choses très importantes, c'est souvent on appelle ça justement la réduction de coûts non essentiels, mais ça commence souvent par les stocks. Et donc, ça veut dire que pendant une crise, on ne pilote pas vos stocks, que ce soit de composants de produits finis, prêts à être expédiés, on ne pilote pas de la même façon que pendant une période normale. Ça, c'est très important. Je sais que les logiciels ne sont pas du tout faits pour, que les seuils ils sont rentrés au cœur de vos SAP Oracle pendant des années, mais c'est très important de le revoir pendant cette période de crise. Et vous allez voir que vous avez déjà donc tout un tas de réapprovisionnements d'expéditions qui seront du coup inutiles. Des exemples, j'en vois encore cette semaine, des clients qui expédient des choses et les choses reviennent. Parce que justement, voilà, on savait, le client, il dit, non, c'est pas du tout nécessaire en ce moment, parce que voilà, mon rayon, il est fermé, parce que ceci, parce que cela. Ça, c'est très important. Ayez un œil, on va dire, attentif sur ce type de problématique. Et un point qui est très important,
c'est un point que c'est très marrant. Il y a encore quelques années, ce point, il venait peut-être un peu plus tard, justement, de digitaliser les transports. À l'époque, en fait, donc, on avait beaucoup des ERP qui étaient, enfin, pardon, des TMS, on va dire comme ça, des logiciels qui ne géraient que les transports, qui pouvaient être mis en place. Voilà, c'était des véritables projets informatiques de plusieurs mois, comme je pense que la plupart d'entre vous l'ont connu. Et en fait, de plus en plus, on voit des solutions qui sont enfin, elles viennent un peu bouleverser le monde de l'informatique. Elles viennent proposer des ROI qui sont complètement différents de ceux qu'on avait avant et qui peuvent donc être mises en place très rapidement. Vous avez compris depuis le démarrage, en fait, Shiptify c'en est une et c'est pour ça en fait qu'on les a invités pour vous montrer en fait qu'il a moyen justement de mettre en place de la digitalisation pardon, d'une façon assez rapide. On n'a pas besoin d'attendre 8 mois comme c'était le cas avant. Et on passe aussi après par des parties peut-être un peu plus intéressantes aussi, mais qui sont tout à fait possibles. Encore une fois, la digitalisation, elle est très présente dans ce monde, qui viennent en fait peut-être mieux structurer en fait vos coûts de transport. Ça, il ne faut pas attendre la fin de la crise. On sait, cette crise, on va dépendre des vaccins, on va dépendre d'une immunisation collective. On en a pour quelques mois. Il ne faut pas attendre la fin pour se dire déjà, combien je paye? Est-ce que j'ai payé le prix juste? Est-ce que j'ai la bonne disponibilité par rapport à mes confrères, etc. Et donc aujourd'hui, pareil, on a des solutions dans le marché, des plateformes qui sont tout à fait disponibles et faciles d'utilisation. Vous mettez votre grille des transports, vous avez une réponse quasiment axe par axe. Et un point très important, malheureusement, je ne sais pas où vous tous vous êtes basés, mais quasiment toutes les régions de France ont lancé des dispositifs de soutien locaux aux entreprises. Donc là, j'en ai cité 3 que je connais, mais je sais que dans le sud, il y en a énormément aussi. N'hésitez pas à vous rapprocher des chambres de commerce, peu importe votre taille, ça c'est très important. Même si vous êtes une entreprise avec des milliers de salariés, peut-être que pour votre usine locale, pour votre entrepôt, pour votre cellule voilà, au niveau local, ça peut être très pertinent. Nous, en fait, justement, on a énormément d'entreprises qui en touchent pendant cette période grâce à ces aides gouvernementales. Voilà, donc c'est au-delà de toutes les aides dont on entend parler. Il y en a certaines que, malheureusement, sont peut-être un peu méconnues. Et après, j'arrive jusqu'au bout parce que j'aimerais vraiment, du coup, pouvoir passer la parole à Isabelle Aurélien pour enrichir le débat. Très important, je vous ai mis ici à droite. Il y a des choses qui, je trouve, sont très importantes et j'espère qu'un jour, on pourra tous être en train de parler de ça. Ce n'est peut-être pas le moment tout de suite, mais n'hésitez pas justement à jeter un coup d'œil. C'est des choses, j'espère que dans vos respectifs feuilles de route pendant 2-3 ans, vous l'avez intégré. Et si ce n'est pas le cas, encore une fois, avec un énorme plaisir pour vous aider, bien sûr, au-delà de toute cette période de crise. Voilà. Et donc, ce type de méthodologie, comme je disais, elle s'inspire beaucoup des cas pratiques. Voilà, des choses que les gens ont pu mettre en place récemment. Et donc, maintenant qu'on a parlé de la théorie, on peut peut-être parler un peu de la pratique. Et donc, je passe la parole à Isabelle, qui pourra se présenter et qui pourra, du coup, nous dire comment ils ont géré, en tout cas, tout cela au sein de Horus Pharma. Voilà. Bonjour à tous, donc je me présente Isabelle Gallet, je suis la directrice supply chain du groupe Horus Pharma. Horus Pharma est un laboratoire pharmaceutique spécialisé en ophtalmologie et nous avons la chance d'être basés dans le sud de la France, à Saint-Laurent-du-Var, donc à côté de l'aéroport de Nice. Voilà, Horus Pharma est une société qui a 17 ans d'existence, une PME. On est environ 170 actuellement, avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 60 millions d'euros. C'est une société, on va dire, en mode encore start-up, malgré 17 années d'existence. Une belle croissance, beaucoup de lancements de nouveaux produits et une extension sur l'international depuis 4 ans, avec 3 filiales, une en Espagne, une aux Pays-Bas et une en Belgique, plus de la distribution de nos produits via des distributeurs à l'export. Donc voilà pour un petit peu vous mettre le cadre de la société. Au niveau de notre logistique Horus, puisque c'est vraiment le sujet du jour, la logistique chez Horus, nous avons, on va dire, un hub, un entrepôt centralisé sur lequel nous faisons venir tous nos flux entrants de production qui sont des productions européennes
Et de ce hub central, après, nous dispatchons soit des pushs vers nos filiales, sur les dépôts des filiales, soit des livraisons directes sur les clients français. Donc, comme je vous disais, les productions sont essentiellement européennes. Donc, nous avons des transports qui sont uniquement des transports routiers. Je n'ai pas d'expérience avec Aurus. J'en ai par le passé dans une carrière précédente, mais pas chez Aurus. On est vraiment sur du transport routier. Les transports sur achat, c'est là-dessus qu'on va discuter ensuite, parce que c'est vraiment les transports sur achat sur laquelle j'ai amélioré la stratégie supply. Ça va être tous nos flux entrants sur le hub, mais on va considérer aussi les pushs sur les filiales dans la solution dont on va parler. On parle de produits pharma. Donc, les produits pharma, je ne sais pas s'il y a des gens de la pharma dans l'audience, mais c'est des produits compliqués. J'ai une expérience chimie par le passé, il y a aussi de la complexité, mais les produits pharma, il y a déjà les conditions de transport. On est sur des températures dirigées, donc ça peut être du 2,8, du 15,25, etc. On a de l'ambiant, bien évidemment, aussi, mais il y a surtout une traçabilité qui doit être irréprochable. On parle de l'eau, mais nous avons aussi, nous, des tissus humains. Donc, on a une traçabilité même du donneur au receveur. Donc, vraiment, au niveau du transport, il faut que ça soit carré, ric-rac, impeccable. On ne peut pas se louper. Au niveau de mon organisation, pour en parler, donc on est une petite PME, petite structure. Je suis arrivée chez Aurus il y a 3 ans et demi. La supply chain n'existait pas, c'était un nouveau mot. Le concept n'existait absolument pas. Il y avait juste un directeur des opérations industrielles et un responsable approvisionnement qui s'occupait de passer les achats. Donc il a fallu tout reconstruire. Et organiser. L'équipe aujourd'hui est petite, hein, j'ai 4 personnes, donc c'est une petite équipe. Les approvisionneurs sont en charge du transport pour les fournisseurs dont ils ont la responsabilité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans un mode de start-up, donc la charge de travail est très importante. Les gens ont la tête dans le guidon, on a énormément de lancements de produits et il fallait absolument que je trouve pour mon équipe des solutions et mettre en place une stratégie pour simplifier au mieux toutes les charges opérationnelles que l'on pouvait améliorer. Voilà. Donc, je suis arrivée il y a 3 ans et demi, il n'y avait pas de stratégie de transport. On avait quelques transporteurs qui avaient été sélectionnés, mais qui n'avaient pas été vraiment qualifiés pharma. Et puis, pour chaque transport, au fait, ce qui se passait, c'est qu'on appelait 2, 3 transporteurs. On récupérait des cotations par téléphone, par email, tant qu'on pouvait. Et puis, l'approvisionneur responsable du fournisseur et passait l'email pour commander le transport, envoyer la packing par email et suivait le dossier. Ce qui voulait dire évidemment qu'en cas d'absence d'un approvisionneur, nous n'avions aucune visibilité de ce qui était fait puisque tout était dans sa boîte mail, que nous n'avions aucun suivi au niveau du tracking. On ne savait jamais où en était la livraison ou si le chargement avait été fait tant que la marchandise n'arrivait pas sur notre entrepôt. Au niveau de la facture, je vous en parle pas, impossible de vérifier correctement les factures puisqu'il fallait aller rechercher les emails de chacun pour pouvoir pointer et vérifier que les coûts étaient vraiment au moins en lien avec ce qui avait été accepté en amont. Donc, il fallait absolument que je trouve une solution simple, efficace, rapide à mettre en place. Et j'ai eu la chance, il y a 2 ans et demi, d'être sur un salon et de rencontrer l'équipe Shiptify. Et ça a été très, très rapide, j'avoue, dans notre cas. J'ai eu une démonstration, vous allez peut-être voir quelques slides tout à l'heure. J'ai eu une démonstration et je veux dire, en une demi-heure, j'avais pratiquement décidé que Shiptify était probablement la solution pour ce que je recherchais. On a mis avec Romain, je crois, 15 jours. Et quand je dis 15 jours, c'est le grand maximum pour mettre
en place la solution qui est une solution web, donc très très facile, très user-friendly, si je peux dire en anglais. Voilà. Donc j'avais trouvé ma solution. Maintenant, il fallait aussi que je m'améliore côté de mes transporteurs, puisque j'avais pas vraiment de transporteurs qualifiés pharma. Donc il y a eu un gros travail en parallèle d'avoir trouvé la solution, de lancer un appel d'offres, de sélectionner des transporteurs, de les auditer, de les qualifier. Et pour chacune de mes lignes, au fait, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai contractuellement mis en place un transporteur prioritaire pour chaque ligne et un backup pour m'assurer de couvrir mes produits pharma. Donc la solution mise en place, donc en moins de 2 semaines, comme je vous ai dit. Je vais peut-être pas trop rentrer dans le détail, mais toutes les données sont sur un même endroit. Vous n'avez pas à aller chercher à droite et à gauche ce que vous avez besoin. Le booking se fait en quelques clics. Et si vous voulez, si vous n'avez pas de contrat avec un seul ou deux transporteurs, comme c'est mon cas, vous pouvez avoir enregistré des transporteurs et de ce fait-là faire des demandes de cotation. Et vous avez qu'une demande de cotation à faire. Vous cliquez juste sur quelques transporteurs et vous obtenez leur réponse directement. Tout ça toujours centralisé sur cette solution. Tous vos échanges email que vous pourriez avoir aujourd'hui, ils sont dans un chat également au niveau de ce booking, de ce transport. Donc, vous avez toute la traçabilité des échanges, que ça soit prix, délai, enfin, tout est dedans. Toute la documentation également, les packing lists, les bons de livraison, colisage et je ne sais, documentation même douanière. Vous transmettez également tous ces documents via l'application. Donc, quand vous retournez sur un de vos bookings passés, il suffit de cliquer dessus et vous avez à la fois le chat avec tous l'historique des emails, vous avez les documents que vous avez transmis pour le transport, vous avez le prix qui a été confirmé et validé, et bien sûr la facture, puisque quand vous réceptionnez votre facture, très rapide, vous allez sur vos bookings, vous validez ligne par ligne. Si vous avez envie de faire du 100% de check, ligne après ligne, vous avez vos montants. Enfin, tout est vraiment beaucoup, beaucoup plus simplifié. Donc, plus du tout d'échange email avec vos transporteurs. Tout se fait par chat. Et par expérience, les transporteurs avec qui je travaille, la connexion s'est faite aussi très, très facilement de leur côté. C'était moi à les inviter sur la plateforme et ça s'est fait vraiment très simplement. On a fait quelques tests pour voir que le flux fonctionnait bien et comment on allait travailler ensemble et vraiment sans problème. Donc, en conclusion, les bénéfices que je vois et surtout aujourd'hui dans une période où on est confiné, où j'ai mes équipes en télétravail et je les vois en gros une fois par semaine seulement physiquement, le délai de booking, beaucoup plus rapide pour mes approvisionnaires que par le passé. J'ai un backup, donc en période de Covid, c'est parfait. Je peux voir à tout moment ce qu'ils ont fait et eux peuvent aussi intervenir sur des transports de leurs collègues si besoin. Ma gestion documentaire qui est complètement centralisée. Le tracking et les suivis des livraisons en temps et en heure. Il suffit que le transporteur mette à jour quand ça a été chargé, quand ça a été déchargé et j'ai l'information en temps réel. Mon contrôle de facture que je peux également faire à distance sans problème sur l'application. Un point important pour moi également, l'application me donne des KPI qui me sont très très utiles. Donc ça peut être mon total de dépenses, mon total de transport, mes livraisons chargées à l'heure, mes livraisons livrées à l'heure. Et ça m'est très très utile pour mes réunions trimestrielles avec mes transporteurs. Il n'y a absolument aucun travail à faire de votre côté. En quelques clics, vous choisissez le format et vous avez des beaux camemberts, vous avez des beaux graphes. Vous pouvez aussi récupérer toutes les informations sur Excel et les retravailler si vous avez besoin. Ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, je suis une petite PME, je viens de très gros groupes corporate dans mes vies passées. Je suis dans une PME actuellement qui n'a pas de RP, mais le RP arrive en 2021.
Et ayant déployé moi-même SAP sur toute l'Europe, je peux vous dire que en 2021, lorsque nous aurons notre ERP, il est hors de question que je me sépare d'un Shiptify. Au contraire, on va essayer justement d'interfacer Shiptify avec notre ERP. Donc c'est vraiment le signe que cette solution est adaptée aussi bien à la petite structure que la très grosse structure. Et franchement, dans le monde que l'on vit là actuellement à distance, c'est vraiment l'idéal. Ce chat, ces documents, la totalité sur une même plateforme, ça simplifie beaucoup le travail des gens en charge de transport dans la société. Voilà ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup, Isabelle. C'est toujours je trouve plus fort en fait quand ça vient des personnes côté opérationnel qui l'ont mis en place. Du coup, si ça va comme promis, Aurélien, je te passe la parole et du coup, en l'occurrence, l'écran aussi pour que tu puisses te présenter et nous illustrer un peu tout ce dont Isabelle vient de nous parler. Ok, merci Raphaël et bonjour à tous. Donc Aurélien Gascoin, je suis l'un des cofondateurs de Shiptify et donc je vais rebondir sur ce que vient de présenter Raphaël et le témoignage d'Isabelle. Merci beaucoup à tous les deux et vous présenter un peu tout ce que ça veut dire visuellement. Alors je vais partager mon écran. Hop. Tac. Voilà. Partager. Voilà. J'espère, normalement, vous devez avoir mon écran visible. C'est bon, Raphaël, Isabelle, vous voyez? Ouais, c'est bon. Ok. Oui. Donc voilà, donc peut-être rapidement pour revenir sur ce qu'ont dit Raphaël et Isabelle. D'abord revenir sur un point qu'a fait Raphaël sur le sujet de quand une crise arrive, les entreprises, on voit régulièrement potentiellement se mettre en situation d'attente, se disent je vais attendre que ça passe pour agir. C'est quelque chose qu'on a vu effectivement et qu'on voit. Et finalement, attendre, c'est le meilleur moyen de se retrouver en post-crise dans une situation où on se dit, finalement, on va se concentrer sur la reprise et pas sur les learnings qu'on aurait pu avoir pendant la crise. Donc la situation d'attente, en fait, elle est un peu dangereuse parce qu'elle se reproduit en permanence, alors qu'aujourd'hui, on va en parler là, mais il y a des leviers qui permettent d'agir très vite sur certaines problématiques pour répondre tout de suite de manière pragmatique à des problèmes pendant la crise, même pendant la crise, pour initier des démarches de digitalisation. On va en parler juste après. Et à ce titre-là, ce que c'est le point que faisait Isabelle, on est aujourd'hui sur des mécaniques de rapidité et d'agilité d'implémentation d'outils qui sont assez fortes, qui sont notamment liées à la technologie. Je vais y revenir, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, dans une phase de crise, il y a toute cette partie analyse pour faire l'état des lieux et préparer l'avenir. Et puis, il y a aussi toute une dimension action où on peut très vite prendre des actions pour répondre aux problèmes que l'on rencontre pendant la crise, qui, comme le disait Raphaël, une crise, c'est pas quelque chose qui s'arrête et qui reprend jamais. C'est peut-être la reprise de cette crise demain, et puis c'est peut-être une nouvelle crise qui vous attend. De manière générale, il y a une chose qui est claire, on va se remettre un peu sur le monde du transport. Aujourd'hui, dans le monde du transport B2B, 90% des échanges sont encore faits de manière manuelle. C'est un peu le monde que connaissait Isabelle avant, mais pas que Isabelle, c'est pas un exemple à la marge. C'est la plupart des entreprises aujourd'hui, même celles qui sont très outillées en termes IT, se retrouvent dans le monde du transport B2B à devoir gérer un nombre très important d'échanges manuels, des échanges de mails, des échanges de coups de fil, des échanges de fichiers Excel. La meilleure illustration de ces échanges manuels et de ce papier dans le monde du transport B2B, c'est la CMR, c'est le document qui accompagne chaque ordre de transport et qui voyage avec la marchandise, qui est encore quelque chose de très peu digitalisé. Et dans tous les entrepôts de France, il y a des bannettes avec des piles de CMR qui sont entassées, triées par jour. Et puis, quand on est dans un process où on a enclenché quelque chose, qui vont être scannés ou
ou numérisés pour être stockés dans des fichiers d'archives. Donc en fait, on est dans un monde, le transport, qui est sous pression constamment, dans les crises encore plus, et qui souffre à date d'un niveau de digitalisation qui est encore extrêmement faible. Donc ça, c'est un premier constat qui est très important. Crise ou pas crise, aujourd'hui, le transport souffre d'un manque de digitalisation. Donc quand les crises arrivent, ce manque de digitalisation, bah, finalement, il n'est pas pire, mais il ne fait que rendre encore plus chronophage et plus complexe la collaboration entre les équipes. Et alors, si en plus vos équipes sont assignées à résidence et doivent télétravailler, ça veut dire que tous ces échanges, ces papiers, ces fichiers, etc., bah, ils sont au bureau, les gens sont chez eux et ils n'ont pas forcément un accès à cette information. Donc, on voit bien, on a des nouveaux enjeux dans l'organisation du travail. D'abord, le télétravail, la gestion des crises, c'est des choses qui font que aujourd'hui, s'il y a 10 ans, une équipe transport, elle travaillait dans un bureau, aujourd'hui, on n'a pas eu besoin de la crise pour que le télétravail commence à prendre forme un petit peu. Les crises accélèrent ce sujet-là. Et donc, il y a des nouveaux enjeux. Il faut réorganiser la manière dont les gens collaborent. C'est extrêmement important. Et en parallèle de ça, il y a des nouveaux outils. C'est-à-dire que quand il y a 15 ans, vous vouliez acheter une licence Microsoft, on vous envoyait un CD-ROM, vous mettiez le CD-ROM dans le laptop et vous pouviez rentrer votre numéro de votre clé, votre licence, pour pouvoir installer un soft sur votre ordinateur. Aujourd'hui, tout ça, ça a disparu, c'est en train d'être complètement bouleversé. Et donc, en termes IT, les outils SaaS, donc accessibles en ligne sur le web, sont en train de vraiment prendre beaucoup de place dans les entreprises avec des enjeux et des avantages énormes. C'est-à-dire que ces outils qui sont branchables ou pluggables très rapidement, en fait, ils sont accessibles sans friction informatique. C'est-à-dire que quand il faut installer un TMS ou Oracle ou SAP, on a des équipes projets qui vont travailler pendant des mois pour intégrer des applicatifs d'éditeurs. Et puis à un moment, on va appuyer sur un bouton et puis cet applicatif, alors ça peut être un ERP, Isabelle en parlait tout à l'heure, cet applicatif va être déployé dans l'entreprise en une fois et tout le monde va devoir, donc là il y a énormément de conduite de changement, mais tout le monde va devoir se mettre à utiliser ces nouveaux applicatifs. Avec le SaaS, et les outils en ligne, tout est différent. D'abord parce que vous avez accès aux outils de manière beaucoup plus rapide et puis parce que vous allez pouvoir travailler de manière progressive. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les fonctionnalités qui sont disponibles pour commencer à travailler. Donc en fait, les nouveaux outils, ce qu'ils apportent, c'est d'abord une simplicité d'usage. Les outils en ligne aujourd'hui sont des outils où, et on le voit, nous, c'est dans notre ADN, hein, le nombre de clics est toujours le driver numéro 1. C'est-à-dire que l'objectif d'un outil de pilotage, de gestion, c'est qu'il soit utilisé. Pour être utilisé, l'enjeu, ça va être de le rendre le plus simple possible pour limiter au maximum la conduite du changement, rendre rapide l'implémentation et favoriser la collaboration. C'est-à-dire que nous, on le voit, je vais vous en parler juste après. Sur nos outils, notre enjeu, il est simple, c'est que à la fois un directeur supply chain d'un grand groupe international puisse trouver, on en parlera après, sur la plateforme, se connecter et trouver des dashboards, des KPIs, pouvoir analyser sa donnée, etc. Mais aussi qu'un cariste dans un entrepôt se connecte sur cette même plateforme et en 2 clics puisse venir enrichir un ordre de transport, confirmer une livraison, confirmer un chargement, prendre en photo une CMR, toutes ces petites actions qui, en quelques clics, viennent enrichir la donnée transport et qui, quand elles sont disponibles et partagées entre tous les interlocuteurs, donnent énormément de valeur à la chaîne supply chain. Donc voilà, donc on a à la fois des nouveaux enjeux d'organisation du travail qu'on voit à travers cette crise, qui ne fait que illustrer ces enjeux-là, et puis on a des nouveaux outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite pour réorganiser les choses, mais vraiment beaucoup plus vite. Et donc, dans le cadre de Shiftify, nous, on édite une plateforme de collaboration et de pilotage transport. Ce qu'on va chercher à gagner avec ces nouveaux outils digitaux, c'est un peu ce que décrivait Raphaël dans son préambule, c'est gagner en visibilité, s'assurer que tous les maillons de la chaîne sont
disponible, la donnée est disponible, elle est partagée avec les bons interlocuteurs au bon moment, faire gagner du temps aux équipes qui n'ont plus à aller chercher l'information dans des outils divers et variés, passer des coups de fil, vérifier des fichiers Excel, partager des fichiers Excel, et au final, réduire les dépenses transport et logistique. Pourquoi? Parce que, c'est mieux maîtriser ses coûts, pouvoir potentiellement demander du spot quand il y a besoin de faire de la cotation spot, mais c'est aussi, on en parlait avec Isabelle ce matin d'ailleurs, c'est aussi en partageant toute cette information et en donnant de la visibilité, c'est réduire les erreurs humaines. On en parle souvent quand on parle de l'entrepôt. Le pire, c'est la palette dévoyée. C'est une palette qui est partie au mauvais endroit. Raphaël parlait tout à l'heure de palettes qui reviennent parce que les clients disent « bah non, j'ai pas besoin du stock, je suis fermé en ce moment, etc. » Une palette qui quitte un entrepôt pour aller au mauvais endroit ou qui n'aurait pas dû quitter un entrepôt, ça coûte très très cher. C'est des ruptures de charge. Et donc, c'est toutes ces choses-là, en donnant de la visibilité aux équipes, qu'on va réussir à réduire pour réduire les coûts transport, réduire les coûts logistiques. Et donc aujourd'hui, sur Shiptify, on s'est fixé une ambition assez simple, c'est de dire, on va venir mettre un outil qui centralise tous les échanges et toutes les informations entre le chargeur et l'ensemble de ses prestataires transport. Donc, ça va permettre de structurer toute la donnée de transport, faire un applicatif qui soit le plus simple possible à utiliser pour qu'on puisse donner de la valeur à la fois au directeur supply chain et en même temps permettre aux caristes d'apporter de la valeur sur l'ordre de transport, simplifier la collaboration entre le chargeur et les transporteurs. Et donc, pour faire ça, l'exemple le plus criant, c'est venir remplacer le fichier Excel qu'une équipe transport partage avec ses transporteurs, pour ne donner que cet exemple-là. Et donc, aujourd'hui, Shiptify, en quelques heures, en quelques jours, vous pouvez passer de un fichier Excel, éventuellement, ou des coups de fil, des boîtes mail, à ce que vous avez devant vous. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous permettre de centraliser toutes vos demandes de transport, quel que soit le mode de transport, et on va venir digitaliser le dossier transport. Une demande transport, c'est un dossier transport. Ce dossier transport, il y a 10 ans, et parfois encore aujourd'hui dans certaines entreprises, c'était une pochette papier dans laquelle on imprimait des mails, on mettait la copie de la CMR et la pochette papier, elle partait du service transport, elle allait au SAV quand il y avait un litige, et puis après on l'emmenait jusqu'à la compta pour que tout ça se soit facturé. En fait, ce qu'on fait chez Shiptify, c'est qu'on va digitaliser entièrement ce dossier transport. Donc, toutes les demandes transport vont descendre dans Shiptify, être affectées soit à des transporteurs parce que vous savez avec quel transporteur vous voulez travailler, soit elles vont faire l'objet d'une demande de cotation et là, vous allez pouvoir consulter votre panel de transporteurs et donc vous allez centraliser l'ensemble de votre besoin transport qui est structuré dans un seul outil. Et en fait, derrière cette structuration, ça va venir notifier vos transporteurs qui vont pouvoir eux aussi avoir accès à cet ordre de transport. Il est partagé avec vos transporteurs. Et les transporteurs vont pouvoir enrichir cet ordre de transport en disant si c'est parti, si c'est en cours de livraison, peut-être en y intégrant des documents, etc., etc. Donc en fait, vous avez des visuels qui vous donnent l'accès à l'ensemble de votre besoin transport, des visuels qui vous donnent accès à l'ensemble de l'exécution de ce besoin transport. Donc là, vous voyez, vous allez avoir des statuts de livraison. Donc là, on a en transit, livré, etc., etc., quel que soit le transporteur. Et en fait, si on fait un petit focus, c'est qu'on rentre dans le dossier transport. Donc, chaque ligne est un dossier transport. En rentrant dans le dossier transport, voilà toute la philosophie de ce que font aujourd'hui les outils digitaux et de ce que fait Shiptify. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un dossier transport. Ou alors, vous allez avoir sur la droite d'abord un bloc collaboratif. Tout l'enjeu, c'est faire collaborer les gens. Et donc, vous allez avoir une liste d'interlocuteurs qui sont tagués sur cet ordre de transport et qui vont à la fois pouvoir collaborer sur l'ordre de transport et surtout être notifiés dès qu'il se passe quelque chose sur l'ordre de transport. Alors, ces interlocuteurs, ça peut être des gens aux équipes transport, au SAV, à la compta, aux appros, ça peut être des gens chez le transporteur. Et donc, vous allez oubliez complètement les boîtes mail. Quand vous avez quelque chose à demander à votre transporteur ou qu'il veut vous partager une information, il va pouvoir venir laisser un message sur la plateforme qui va vous arriver en notification mail, mais tout va être centralisé. Et comme le disait Isabelle tout à l'heure, ce que ça veut dire, c'est que demain, si vos équipes sont envoyées en télétravail, tout le monde a accès à l'ensemble de l'information. La transparence et le partage de l'information, c'est vraiment ce qui arrive de plus en plus fort et c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'avant, on fonctionnait en silo. L'équipe appro, elle s'occupait des fournisseurs. L'équipe transport, elle s'occupait des transporteurs. En fait, de plus en plus, on voit bien, pour gagner en agilité, en efficacité, l'information, elle doit être structurée et partagée avec le maximum d'interlocuteurs. Donc, vous allez avoir un bloc collaboratif
Vous allez pouvoir gérer toute la partie, ce qu'expliquait Isabelle tout à l'heure, toute la partie documentaire qui est centralisée dans un seul outil. Aujourd'hui, on a des enjeux derrière la partie documentaire fiscaux, légaux, les CMR, récupérer la copie des CMR. Là, les transporteurs vont pouvoir vous mettre les CMR dans l'alias documentaire. S'il y a de la douane, bon là, on est sur un dossier un peu complexe, mais s'il y a de la douane, vous allez pouvoir avoir toute l'alias documentaire douane. Et puis, vous allez avoir accès à la traçabilité, à la visibilité tracking, où là, vos transporteurs ou vos équipes d'ailleurs vont pouvoir mettre à jour des points de tracking, soit de manière manuelle, soit de manière automatique. On a des API qui permettent d'automatiser tout ça, hein, bien sûr. Et donc, les points de tracking vont être mis à jour et partagés avec l'ensemble des interlocuteurs et peut-être même avec votre client. Alors, vous n'allez pas partager avec votre client l'ensemble de l'ordre de transport. Les clients sont pas nécessairement au courant des échanges que vous avez avec vos transporteurs, mais vous allez pouvoir donner accès à cette partie tracking à vos clients directement. Donc voilà. Donc en fait, l'idée derrière la digitalisation, c'est centraliser l'information, la structurer et la partager. C'est vraiment ces trois blocs-là qui sont les plus importants. Donc il faut que vous puissiez avoir, quel que soit votre mode de transport, quel que soit votre transporteur, une information disponible dans un seul outil sur lequel vous pouvez inviter des collègues, inviter des transporteurs. Ça prend quelques secondes. Donc c'est centraliser cette information, qu'elle soit structurée. C'est très important pour que vous puissiez derrière faire de l'amélioration continue, de l'analyse. Il faut que un point de tracking livré, quel que soit le client, le transporteur, finalement, il corresponde toujours à la même chose, qu'il ait la même structure ou la même définition, et que vous puissiez partager toute cette information avec vos collaborateurs. Et donc, l'objectif, ce que je disais tout à l'heure, c'est de collecter toute cette information, d'aller jusqu'au cariste, le poste de garde, etc. Vous pouvez mettre des accès sur une plateforme comme Shiptify, vous pouvez inviter qui vous voulez, hein, de faire collaborer tout cet écosystème pour collecter de la donnée, la structurer, et après, nous, on vous la restitue sous la forme de dashboard qui vont vous permettre d'avoir une vue beaucoup plus macro, hein, de votre performance supply chain, de la performance supply chain, mais pas que, la performance transport, de la performance de chaque transporteur sur une période, sur un type de marchandise, peu importe, avec des KPIs assez standards sur les taux de livraison, le nombre de cotations, le nombre de partenaires consultés, les économies réalisées, les livraisons à l'heure, les enlèvements à l'heure, etc., etc. Et après, vous allez pouvoir avoir cette information, c'est votre donnée, hein, qui a été collectée dans l'usage de Shiptify. Et toute cette information, vous allez pouvoir la récupérer sur Excel pour, le cas échéant, aller encore plus loin et utiliser éventuellement un outil de BI pour faire de l'analyse et mixer toute cette donnée transport qui a été collectée, structurée avec d'autres données qui seraient issues, par exemple, d'un WMS ou d'un ERP. Donc aujourd'hui, nous, on a 3 modules très autonomes, hein. Un qui concerne le pilotage multitransporteur, qui est celui qu'utilise Isabelle, et qu'on peut mettre en place, encore une fois, en quelques heures. Hein. C'est très, très rapide, parce qu'en fait, on remplace des boîtes mail, hein, donc, et des fichiers Excel. Donc, il n'y a pas d'interfaçage, il n'y a pas de friction IT, il n'y a pas de développement. On a une version TMS expert qui va vous permettre d'avoir une tour de contrôle si vous avez plusieurs équipes transport qui pilotent du transport depuis plusieurs pays avec un certain nombre d'entrepôts. Et puis, on a un troisième module qui concerne la gestion des quais. Donc là, c'est toute cette population très opérationnelle qui est également très stratégique en ce moment, notamment pour ce qui concerne l'accueil chauffeur, limiter les contacts, la distanciation sanitaire, etc., etc. Donc là, on voit bien que plus vous allez partager de l'information, plus vous allez limiter les contacts. Donc, c'est plus facile de fluidifier les arrivées sur site, les départs sites, etc., etc. Donc, voilà ce que fait Shiptify de manière très générale et visuelle. Ok, merci Aurélien. Du coup, je reprends la parole. Il y a quelques questions. Elles arrivent par plusieurs moyens. Donc, je commence par ici. Il y a une question, du coup, je pense que c'est plutôt pour toi, Aurélien. Déjà, j'aimerais bien avoir l'avis d'Isabelle aussi. Isabelle, comment aujourd'hui sont gérés les documents chez Horus? Est-ce qu'ils sont, tu utilises la plateforme, tu utilises pas la plateforme? Comment ça marche chez toi? Oui, au fait, je mets tout au niveau du booking. Tous nos documents sont dans le booking, donc quand on en a besoin à tout moment, l'historique est là et on va le rechercher à cet endroit-là. Tout à fait. Ok, très bien. Et du coup, pour compléter la réponse, Aurélien, du coup, elle porte, je sais pas si tu la vois au niveau de question, elle porte plus sur l'archivage. Alors, je vais juste aller voir.
Hop, le stockage des documents est-il Ouais, en certifié? termes de certification, ouais, de Alors oui, stockage. les documents, notamment pour les documents de DOM, et la réponse est oui et oui. Donc oui, nous on archive les documents, on est hébergé dans le cloud. Les documents sont archivés et conservés 10 ans pour répondre à toute la problématique des contraintes de douanières. Ok, très bien. Merci. Après, il avait une autre question que j'ai vue passer. Alors, elle est plutôt sur le chat. Ah, bonjour Michael, je vois qui c'est. Alors, la solution contient-elle un module permettant la planification massive des transports à S+1? Enfin, c'est dans l'avenir. Alors oui, alors c'est le module de demande transport. En fait, les demandes transport, soit elles sont saisies, donc on a il y a deux manières d'injecter une demande transport dans Shiptify. Soit vous descendez un ordre de transport manuellement dans Shiptify. Donc là, on a des formulaires pour que ça aille très vite pour automatiser ou semi-automatiser la descente des ordres de transport. Et après, on a une API publique sur laquelle vous pouvez vous connecter. C'est ce qu'expliquait d'ailleurs Isabelle tout à l'heure par rapport à l'ERP, sur laquelle vous allez pouvoir descendre en masse des ordres de transport. Donc, je pense que c'est un peu l'objet de la question de Michael, mais il faudrait que j'aille peut-être un peu plus dans le détail avec Michael pour comprendre le sens. Et oui, on peut, comme on est connecté on est connectable en API. Une fois que vous êtes connecté en API, vous pouvez connecter un ERP ou un WMS à Shipify, bien sûr. Ok, merci. Après, il y avait des questions, je pensais plutôt pour Isabelle. Isabelle, par rapport au confinement en mars, enfin même celui-ci, combien de temps t'as mis pour organiser le travail de tes entreprises au global? Ah, c'est une bonne question parce que la supply, il n'y a pas que le transport, mais si je parle du transport, c'est immédiat parce que chacun prend son ordinateur. À partir du moment où on a un ordinateur portable, on se met sur la plateforme et on a tout. Donc, au fait, d'un point de vue transport, c'était automatique puisque la solution Shipty avait été mise en amont en place. Donc, j'avais déjà la solution en place quand on a été confiné, ce qui a permis de simplifier. Je l'aurais pas eu, je vous cache pas que j'aurais dû imposer à certains de mes employés de venir au bureau régulièrement pour imprimer, pour récupérer, enfin pour faire les liasses papier comme on parlait tout à l'heure. Et après, je pense une autre question, c'est aussi, après Aurélien, tu peux peut-être compléter si Isabelle ne l'utilise pas, mais par rapport au transport ponctuel, est-ce qu'au-delà des lignes référencées, tu peux utiliser en fait la solution pour pour faire du transport Oui, ponctuel? oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, au fait. Nous, on passe pas forcément par des cotations, mais au départ, comme on n'avait pas l'appel d'offres de complètement terminé, on est passé par des cotations. Donc, au fait, j'avais plusieurs transporteurs que j'avais invités sur la plateforme. Et au fait, on envoyait, avec une demande, on envoyait en un clic aux transporteurs que nous avions sélectionnés à demander une cotation. Et eux nous répondaient et en fonction de ça, on validait celui avec lequel on voulait travailler. Donc, Ok. oui, oui, tout à fait. Et du coup, Aurélien, pour compléter, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, Shiptify peut être utilisé comme une espèce de place de marché? Alors, nous, on est un outil de commodity. Donc, notre métier n'est pas d'acheter ou de vendre du transport. Hein. On n'est pas commissionnaire transport. Et ça, c'est très important. En fait, c'est pas une place de marché transport. C'est l'outil sur lequel vous allez venir constituer votre place de marché transport. C'est-à-dire que vous pouvez, c'est extrêmement simple, hein, je travaille pas avec DSV, je contacte DSV pour travailler avec lui, j'ai forcément un interlocuteur opérationnel chez DSV, je fais mes affaires commerciales entre guillemets avec DSV, je le rajoute dans la liste des utilisateurs sous mon compte, il va recevoir une notification, il va pouvoir se créer son compte et commencer à collaborer avec moi. L'idée derrière Shiptify n'est pas de permettre à un chargeur de trouver de nouveaux transporteurs. D'abord, il n'a pas forcément besoin de Shiptify pour ça. Et encore une fois, on n'est pas une place de marché ou une bourse de fret. On est un vrai outil de commodity. Ok, bah c'est clair. C'est souvent une question justement que moi-même je reçois de beaucoup de clients qui, je pense que comme ne sont pas encore digitalisés, ils mélangent un peu les choses. Il y avait une question par rapport au temps de sortie de crise justement dans la méthode. Enfin, bien sûr, ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise. Donc, la méthodologie que j'ai proposée, ça varie en fonction de la taille, mais souvent on s'engage à avoir les premiers quick wins au bout de 3 semaines. Et donc, vous avez compris, hein, ici, on en parle de un possible, mais il y en a d'autres. Voilà. Donc, ça veut dire que la méthodologie complète, on va entre 4 et 6 semaines en fonction de la taille de la maison et les premiers quickies au bout de 3 semaines, en espérant que ça réponde. Après, il avait une question, je pense qu'Aurélien, tu pourras aussi compléter.
une question par rapport aux connexions des TMS. Je donne d'abord mon avis de consultant, Aurélien, et après tu donnes ton avis. En fait, aujourd'hui, je pense qu'une des premières erreurs que nous on fait, c'est de penser que pour connecter un transporteur, il faut le brancher avec un super tuyau informatique, super robuste, qui envoie les informations 40 fois à la seconde, etc. Et on se rend compte que si déjà la personne, l'affréteur, n'est pas prêt, n'a pas envie, pour différentes raisons, de cliquer sur le bouton qu'il reçoit dans un mail, qui est cette connexion plutôt d'abord digitale, on se rend compte qu'après le projet, il est catastrophique. Donc, en fait, il y a différents degrés de connexion. Et ce que je recommande souvent à mes clients, c'est de se dire, de mesurer quelle est la bonne connexion qu'on veut, quoi. Et donc, une chose, c'est connecter le transporteur à 100% avec tout le truc, la totale, voilà. Et l'autre chose, c'est juste lui demander gentiment et d'abord de recevoir un mail, de cliquer sur le bouton et venir sur la plateforme dire ce qu'il a à dire, quoi. Et donc, ça, c'est la principale difficulté que je vois avec beaucoup de clients qui souvent vont essayer de trouver la même solution pour tous les transporteurs. Et souvent, c'est pas forcément le cas en fonction de la taille de la maison et des besoins même que vous avez niveau transport, quoi. Et surtout, méfiez-vous, et ça, je vous demande vraiment de tout mon cœur, méfiez-vous de tout ce qu'à chaque fois qu'on entend, c'est très facile de brancher un transporteur. Le mot déjà branché veut tout et rien dire. Faites très attention. Et toute la partie très facile, encore une fois, méfiez-vous, c'est compliqué. C'est pas toujours très facile. Si c'était très facile, on y serait tous. Et donc, faites gaffe avec ce type de promesses. Regardez toujours bien derrière qu'est-ce que ça veut dire. Parce que souvent, on voit beaucoup de clients qui sont déçus. Et je pense qu'Aurélien, c'est ton cas et tu peux maintenant compléter la réponse. Souvent, que ça soit Shiptify ou d'autres, ils arrivent souvent pour remplacer une première solution qui était déjà sur place et voilà, et sur laquelle ils n'étaient pas très contents. Donc voilà, soyez attentifs. Du coup, je te laisse compléter. Pour compléter le propos de Raphaël, c'est très juste. Et il y a un élément très important. Déjà, c'est quel type de transport vous consommez. C'est-à-dire que se connecter à un TMS transporteur en API pour récupérer des points de tracking sur de l'affrètement, voilà, on pourrait en discuter. Le métier d'affrètement des transporteurs, c'est de sous-traiter le transport. Donc eux-mêmes, toute la journée, leur métier, c'est de courir après avec des outils qui sont pas beaucoup plus digitaux qu'Excel, souvent d'ailleurs, de courir après leurs sous-traitants pour récupérer des informations de livraison. Donc en fait, la connexion au TMS des transporteurs, déjà, elle n'a de sens que sur certaines lignes métiers. Donc typiquement sur la messagerie par exemple où il y a déjà des échanges EDI qui sont structurés, qui sont propres, qui sont APIsés, etc. Et puis sur d'autres lignes métiers, ça a potentiellement moins de sens. Et sur ce sujet-là, pour peut-être ouvrir un peu les chakras, on s'en va vers très doucement, mais on y va. On s'en va vers une situation où pour avoir de la visibilité tracking sur des opérations de transport, je suis pas sûr qu'on se connectera au TMS des transporteurs. On ira plutôt se connecter à des acteurs digitaux qui, eux, se sont spécialisés sur cette problématique-là, comme Shipeo ou Project 44, dont le métier va être de gérer la traçabilité, la prédictivité, etc., plutôt qu'aller se connecter au TMS des transporteurs. Et donc, pour aller dans le sens de Raphaël, aujourd'hui, un affréteur, ce dont il a besoin, c'est une to-do list qui lui dit quels sont les points de tracking qu'il a à confirmer pour son client, en fait. Merci, Aurélien. Du coup, il est midi, pile, +1 maintenant. Du coup, bon, merci à tous de votre participation. Je vous permets d'arrêter là. On avait promis de ne pas dépasser le temps et on a tout fait pour. Je vous propose, bien sûr, que ce soit Isabelle, Aurélien ou moi, on est tout à fait ouvert pour continuer les débats, pour enrichir les discussions plus tard avec plaisir. Et encore une fois, on vous enverra le support par mail pour que vous puissiez éventuellement lire dans la totalité des choses qu'on n'a pas dit à l'oral. Voilà. Merci beaucoup à tous et à Isabelle surtout, à Aurélien et à très bientôt. Merci à tous et bonne journée. À bientôt.